Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition d'Afrique Info. À la une, le diplomate égyptien Aboul Gaït a été nommé jeudi nouveau secrétaire général de la Ligue arabe dans un contexte où l'organisme régional fait face à de multiples guerres et à une menace djihadiste grandissante. Aboul Gaït a auparavant assumé la fonction de ministre des Affaires étrangères sous la présidence d'Hosni Moubarak. La Ligue arabe, basée au Caire, a de nombreux défis à relever, comme la guerre en Syrie, qui a fait plus de 270 000 morts et des millions de déplacés. De plus, les relations entre le Qatar et l'Égypte se sont dégradées. Le Caire accuse Doha de soutenir le mouvement des frères musulmans illégal en Égypte, et Doha dénonce régulièrement les opérations contre le mouvement qui ont fait des centaines de morts et mis derrière les barreaux des milliers de personnes. Le ministre qatari des Affaires étrangères a exprimé les réserves de Doha quant à la nomination d'Aboul Gaït, mais il a aussi dit espérer que le prochain secrétaire général maintienne un contact entre tous les pays arabes dans l'intérêt de l'action arabe commune. En marge, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, s'est rendu jeudi en visite au Caire. Il est sur place pour discuter de la crise en Libye ainsi que des liens historiques entre la France et l'Égypte. La visite de 2 jours du ministre français des Affaires étrangères a mis l'accent sur le renforcement des liens entre les deux pays. Jean-Marc Ayrault a souligné l'importance du maintien des relations bilatérales et travaille à apporter la paix au Moyen-Orient. Surtout que nous sommes ici dans une région qui fait face à des troubles majeurs. Et une Égypte forte, la France en est convaincue, est une nécessité. Et pour ce déplacement, la Libye reste la priorité des discussions entre les deux pays. Nous avons la volonté d'établir une coordination étroite entre l'Égypte et la France, compte tenu des menaces terroristes en Libye. Il y a un accord entre nous concernant l'importance de la stabilité de la Libye, l'indépendance et le soutien du gouvernement d'unité nationale en vue d'améliorer les capacités de l'armée libyenne. Ainsi, elle pourra jouer un rôle de premier plan dans la lutte antiterroriste. L'Égypte a averti l'Europe que la crise libyenne pourrait s'étendre dans ses territoires. Et compte tenu des récents attentats à Paris, la France en convient fermement. Vous avez évoqué la Tunisie, je me rendrai la semaine prochaine en Tunisie pour apporter la solidarité de la France à ce pays qui se bat pour un modèle politique, agir contre le terrorisme et Daesh en Libye. La France et l'Égypte conviennent que la lutte contre le groupe État islamique en Libye est mondiale et qu'il est désormais crucial d'étendre l'action contre le groupe pour la sécurité de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Europe. On passe à la Somalie maintenant, où le groupe Al-Shabaab est sur la défensive depuis quelques jours. Des frappes aériennes et des attaques ciblées contre ses militants ont fait des dizaines de morts et plusieurs experts croient que cette offensive va permettre d'affaiblir considérablement les capacités opérationnelles du groupe. Reportage. Plusieurs victoires importantes contre Al-Shabaab ont été enregistrées au cours des derniers jours. Et c'est une frappe aérienne américaine samedi dernier qui a été de loin la plus significative. On estime que 150 militants du groupe ont été tués, dont plusieurs hauts gradés. Les forces spéciales américaines ont aussi organisé une attaque contre une base d'Al-Shabaab. Les autorités somaliennes ont confirmé que 20 combattants du groupe ont été tués, même si Al-Shabaab prétend avoir pu repousser les attaques américaines. Ces récentes opérations contre Al-Shabaab ont un but très clair, c'est pour venger les attaques contre les casques bleus. Les services de renseignement devaient réagir immédiatement. Les militants qui ont été tués samedi à Razo planifiaient une opération de grande envergure contre des intérêts américains et les forces de l'Union africaine. Plusieurs experts croient que les opérations américaines sont un signe de la plus grande collaboration entre les forces de l'ordre locales et internationales. Les autorités, ici à Mogadiscio, ont été saluées pour leur lutte antiterroriste. Et les experts demandent encore plus de frappes aériennes. La question est de savoir si ces frappes aériennes vont se poursuivre. Si c'est le cas, cela va changer le portrait de la guerre contre Al-Shabaab. Si les camps d'entraînement et les bases d'Al-Shabaab sont constamment pilonnés par des frappes aériennes, alors le groupe sera affaibli et l'impact direct sera que ses membres ne seront plus en mesure d'organiser des attentats. La mission de l'Union africaine en Somalie n'avait jamais bénéficié d'un soutien aérien.
Cela représentait un des plus grands défis pour combattre de manière efficace les militants. Et pendant que les attaques suicides d'Al-Shabaab demeurent fréquentes ici, la population espère que cette collaboration internationale va mettre un terme aux activités du groupe une fois pour toutes. En Tanzanie, plusieurs centaines de personnes étaient présentes le long du tapis rouge déroulé devant le palais présidentiel. Elles accueillaient le président vietnamien. Ce dernier a en effet promis aux Tanzaniens que les échanges entre les deux pays allaient plus que tripler. L'accord signé entre les deux nations vise à encourager les entreprises. Le président tanzanien John Magufuli a d'ailleurs déclaré que son pays devait s'inspirer de l'exemple du Vietnam. Un accueil en grande pompe pour un vieil ami. Le président vietnamien Truong Thanh Sang s'est engagé à contribuer à réaliser plusieurs milliards de dollars d'échanges commerciaux d'ici quelques années. À ces mots, le président Magufuli n'a pu cacher sa satisfaction. C'est la première fois que vous venez en Afrique et vous venez au bon moment. Dès le début, je vous ai dit que la Tanzanie avait beaucoup à apprendre de votre pays. L'amitié qui unit ces deux nations date de l'époque où, de part et d'autre, le régime politique était marqué par le socialisme. Mais aujourd'hui, la Tanzanie veut comprendre comment le Vietnam est devenu l'un des premiers exportateurs de la planète. Ce pays d'Afrique espère également s'en inspirer. Le Vietnam voit la Tanzanie comme un marché potentiellement lucratif. De son côté, la Tanzanie souhaite accueillir davantage d'investissements. Les deux nations sont certes de vieux amis, mais des amis qui font des affaires. Des affaires pour lesquelles une convention fiscale et la promotion du commerce sont évoquées. Autant d'éléments accueillis positivement par les investisseurs vietnamiens. Il existe de nombreuses opportunités pour l'investissement en Tanzanie, en particulier dans l'agriculture et en zone rurale. Cette visite ouvre la voie à l'investissement et j'ai confiance. Le président Magufuli a rappelé qu'à une certaine époque, la Tanzanie avait offert des plants de cajou au Vietnam. Aujourd'hui, le Vietnam est le plus grand exportateur mondial de noix de cajou. La Tanzanie souhaite que cette fois, le commerce issu de ses propres plants fleurisse sur le territoire national. En Ouganda, le monde des affaires a salué l'admission du Soudan du Sud au sein de la communauté d'Afrique de l'Est. Avec l'arrivée de cette jeune nation, ce marché commun compte maintenant 6 membres. Michael Tumuerwe gère un magasin à Kampala. Il exporte des matériaux de construction au Soudan du Sud. Avant que le Soudan du Sud n'entre en guerre, 60% de mes clients venaient de ce pays. Les ventes atteignaient 30 000 $ par semaine. Maintenant, atteindre ce chiffre me prend plusieurs mois. Je suis heureux qu'ils rejoignent la communauté d'Afrique de l'Est. Cela signifie un meilleur environnement commercial. Le Soudan du Sud constitue l'un des principaux marchés d'exportation de l'Ouganda. Au cours du dernier exercice, l'Ouganda affirme avoir exporté pour 300 millions de dollars de marchandises, et cela en dépit du conflit actuel. Mais les échanges commerciaux entre les deux pays se sont dégradés en raison de restrictions de mouvement imposées aux biens et aux services. Les taxes sont élevées, elles augmentent chaque semaine et ils disent que le problème vient du dollar. Lorsque le dollar augmente, ils augmentent aussi. Le deuxième défi réside dans la vétusté des routes du Soudan du Sud. Quant au troisième obstacle, ce sont les barrages routiers. On en trouve un tous les 5 kilomètres et il faut payer à chacun de ces barrages. Chaque jour, une centaine de camions quittent cet endroit situé dans le centre-ville de Kampala. Tous se dirigent vers Juba, la capitale sud-soudanaise. Nombreux sont les chauffeurs de camions et commerçants ougandais qui se plaignent des obstacles non tarifaires au Soudan du Sud. Mais avec l'arrivée de cette jeune nation au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, ils espèrent un meilleur environnement commercial entre les deux voisins. Du côté des autorités ougandaises, on estime que les problèmes que représentent ces barrages routiers illégaux et ces fortes taxes imposées par le Soudan du Sud doivent être résolus en ayant recours aux lois et règlements commerciaux du bloc régional dans son ensemble. Le secteur commercial ougandais profite d'un marché plus vaste pour la vente de ses produits. Si des problèmes sont liés à ce marché, alors ces problèmes existent pour tous. Si nous sommes nombreux, nous serons mieux préparés à gérer ces questions. L'arrivée de la plus jeune nation d'Afrique dans le giron de la communauté d'Afrique de l'Est signifie que le marché commun du bloc passe de 145 millions d'individus à plus de 160.
L'agence de notation internationale Moody's sera en Afrique du Sud la semaine prochaine pour décider si le pays subira une nouvelle décote. Le ministre sud-africain des Finances travaille d'arrache-pied pour tenter de convaincre les marchés internationaux à Londres et à New York que la situation économique du pays n'est pas si mal en point. Les détails dans ce reportage. L'équipe de Moody's sera en Afrique du Sud la semaine prochaine. Ils vont rencontrer un groupe de décideurs encore non identifiés, mais qui devrait comprendre le Trésor national, des économistes et des entrepreneurs. Il reste à voir si l'offensive de charme du ministre des Finances, Pravid Gordhan, va porter fruit, mais il va tout faire pour plaider la cause du pays la semaine prochaine. C'est très bien d'envoyer ce genre de message. Ils ont envoyé un bon message en soulignant que le ministre des Finances et Lesetja Kganyogo, le gouverneur de la Banque centrale, sont aux commandes des finances et de l'économie. C'est bien, ils font preuve de discipline, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez être capable de démontrer sans l'ombre d'un doute à toutes les agences de notation, même à Moody's, qu'il y a un certain niveau de croissance de l'économie. Nous avons jusqu'au mois de juin pour prouver le contraire à Standard & Poor's et à Fitch. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Je pense sincèrement qu'il n'est pas trop tard. Mais nous devons voir des signes positifs en matière de croissance économique. La perspective de croissance se chiffre entre 0,2% et 1,2%. Des privatisations pourraient régler certains problèmes, mais le gouvernement a déjà dit que cela n'est pas dans les cartons pour le moment. Mais cela a déjà fonctionné si on regarde le programme d'énergie renouvelable, par exemple. Si vous changez votre façon de penser, comme le Trésor ou le gouvernement est capable de le faire, en accordant une plus grande place au secteur privé, je pense que cela est une façon d'obtenir une croissance plus élevée. Le service de la dette est ce qui fait peur à ces agences s'il y a une décote. Le pays se trouve déjà dans une situation semblable à la Russie et à la Turquie en matière de dette consolidée. Je pense qu'à mesure où nous nous approchons de cette situation, sans nécessairement plonger dans une crise, les taux d'intérêt vont probablement monter si la perception est que nous ne faisons rien pour corriger la situation. Ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans cette position. Donc ce n'est pas la fin du monde et je pense qu'en grande partie, les marchés se sont déjà adaptés. Il semble que c'est la situation de le cas des obligations et du rand. Pendant que le pays se croise les doigts en attendant de savoir si les agences de notation vont décoter le pays, les entrepreneurs qui alimentent la croissance dans le pays cherchent toujours des opportunités d'affaires et de croissance. Toujours en Afrique du Sud, 2 entreprises minières ont dû verser une somme record de 33 millions de dollars à 4 500 de leurs employés atteints de silicose. Le long combat judiciaire s'est finalement réglé à l'extérieur des tribunaux, mais va laisser des traces dans ce secteur d'activité très important pour le pays. La somme de 33 millions de dollars sera placée dans un fonds consolidé et redistribuée selon les dispositions prévues par la loi sur les maladies professionnelles des mines. Les entreprises impliquées devront financer le fonds, mais aussi les évaluations médicales. Le combat a été long. Le syndicat national des mineurs a mis près de 10 ans avant d'avoir gain de cause face aux géants Anglo American et Anglo Gold Ashanti. C'est une grande victoire dans un contexte où nous avons pu définir les bases de notre bataille. C'est la première chose. Chaque personne qui veut puiser dans le fonds consolidé devra suivre les règles. Deuxièmement, c'est important pour toutes les entreprises de comprendre que si vous allez devant les tribunaux ou non, vous serez tenu responsable. C'est la réalité. Nous sommes soulagés parce que nos clients pourront obtenir une compensation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce combat dure depuis un bon bout de temps. Nous sommes soulagés que plusieurs mineurs pourront toucher de l'argent de leur vivant. C'est un combat qui a duré longtemps et qui est maintenant terminé. Mais les choses ne sont pas tout à fait terminées pour les mineurs. Dans plusieurs cas, ils devront prouver qu'ils sont atteints de silicose ou de problèmes liés à cette maladie. Des obligations légales sont en place qui forcent les anciens mineurs à se faire examiner chaque 2 ans. Selon les statistiques, un pourcentage important de mineurs est touché. 2000 dans la province du Cap-Occidental et environ 1000 au Lesotho. Le système s'est pratiquement effondré, particulièrement dans le Cap-Occidental et au Lesotho. Donc, un grand nombre de mineurs n'ont pas été examinés et n'ont pas de preuves qu'ils ont contracté la maladie. Ils pensent seulement être atteints.
Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que les médecins du fonds vont se rendre sur place pour examiner les gens. Un autre recours collectif a été déposé au nom de plusieurs milliers de mineurs et cette victoire laisse croire que les entreprises minières seront prêtes à conclure une entente. L'industrie doit faire face à la musique. Ce qui est décevant pour nous, c'est que ce n'est pas une entente conclue par l'industrie, mais plutôt elle s'est faite entre individus. Mais je pense qu'il y a encore une possibilité que ce soit l'industrie qui soit tenue responsable. Peu importe le genre d'entente qui sera conclue, elle sera bien accueillie parce qu'elle va réellement aider les anciens mineurs. Peu importe le résultat, 4500 anciens mineurs et leurs familles recevront une compensation. Les mineurs africains, pas les sud-africains, les mineurs africains n'ont toujours pas de dignité à offrir à leurs familles, parce qu'ils vivent dans une pauvreté abjecte, dans la douleur et la souffrance. Nous avons maintenant une chance de nous attaquer à ce problème. Nous voulons qu'ils puissent regagner leur dignité. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les mineurs, particulièrement pour ceux qui ont dû laisser leur famille derrière eux. Et cela envoie aussi un message très clair à l'industrie minière, en ce qui a trait au passé, au présent, mais surtout à l'avenir. En Ouganda, les réactions sont mitigées concernant la nouvelle loi restreignant l'adoption d'enfants par des étrangers. Le gouvernement affirme que la loi permettra de mieux encadrer le secteur de l'adoption et d'empêcher que des enfants soient emmenés de manière illégale. C'est l'heure de la récréation dans ce foyer de la capitale ougandaise. La plupart des enfants sont orphelins. D'autres ont été abandonnés. Nous avons eu beaucoup de bébés à Sanyu Babies qui ont été réunis avec leurs familles et pour le reste des bébés dont nous n'arrivons pas à trouver de famille car ces bébés ne peuvent dire leur nom ou d'où ils viennent ou qui ils sont, ce qui rend les choses difficiles. Prendre soin des enfants sans abri est un véritable défi en Ouganda. Des étrangers ont adopté des bébés, mais les autorités craignent que tout ne soit pas fait dans les règles et ont adopté une nouvelle loi qui restreint l'adoption par les étrangers. Les réactions à cette loi sont mitigées. Les militants de la société civile estiment qu'elle va empirer les choses. Et en Ouganda, la culture de l'accueil des enfants n'est pas dans les mœurs. Les gens prennent soin des enfants qui leur sont liés par le sang. Et même ces gens-là, ils n'en prennent pas vraiment soin et finissent par les chasser. Si vous regardez les statistiques, 1% d'entre eux seulement s'en occupent jusqu'au bout. Mais d'autres militants ne sont pas de cet avis. Nous avons adopté notre propre politique qui dit aux étrangers si vous voulez être légalement leur gardien, vous devez venir et rester avec nous et prendre le temps de créer des liens avec nous et d'apprendre notre culture pour que l'enfant crée lui aussi des liens avec vous. Alors, vous pourrez aller au tribunal. On ne sait pas combien d'enfants ont été sortis du pays de manière illégale, mais le gouvernement estime que cette loi est nécessaire pour lutter contre le trafic d'enfants. Le guépard est l'animal le plus rapide sur Terre. Il peut atteindre la vitesse de 110 km/h. Hélas, il est aujourd'hui en voie de disparition. Laurie Marker, une femme courageuse de 62 ans vivant en Namibie depuis 1991, a consacré toute sa vie à la sauvegarde de cette espèce. Reportage. Zinzi n'est jamais contente de recevoir des visiteurs humains, même quand ces derniers tentent de la pâter avec de généreux morceaux de viande. Elle a été secourue toute petite, alors qu'elle était encore orpheline. Mais lorsqu'elle a été relâchée dans la nature il y a maintenant 5 ans, elle s'est contre toute attente très rapidement réhabituée à son environnement originel. Contrairement aux autres félins, les guépards luttent pour survivre à l'intérieur des parcs et des réserves, loin du milieu naturel sauvage qui leur est devenu hostile. Dans les parcs protégés, en général, le nombre des grands prédateurs est élevé. Et ces prédateurs présentent un risque pour le guépard. Pour les petits, ils peuvent tuer les petits, ils peuvent voler la nourriture du guépard, donc ils perdent la nourriture et ils peuvent perdre leur vie aussi. Moins de 12 000 guépards tentent de survivre dans le monde aujourd'hui. On les retrouve principalement en Afrique, où l'on en recensait près de 100 000 il y a plus d'un siècle. Les braconniers avaient pour habitude de voler leurs petits pour les revendre en tant qu'animaux exotiques, alors que les fermiers
les tuer pour protéger leur bétail. L'américaine Laurie Marker a consacré sa vie entière à la protection de cet animal. Lors de son arrivée en Namibie dans les années 80, elle a reçu un accueil glacial de la part des fermiers du pays. On m'a demandé à l'époque de prendre tous les guépards du pays et de les emmener là où je le voudrais. Et j'ai vite constaté que les gens étaient en fait sincères. Dès que je suis partie à la rencontre des gens sur le terrain, je leur ai rappelé que moi aussi j'avais grandi au sein d'une famille de fermiers. Et j'ai même obtenu mon premier diplôme dans l'agriculture. Je pense que j'ai progressivement évolué pour devenir une personne apportant une valeur ajoutée à l'ensemble des communautés des fermiers. Sa méthode s'est vite révélée populaire chez les fermiers grâce aux chiens de berger d'Anatolie. Ces énormes chiens vivent depuis toujours avec les troupeaux des fermiers, décourageant par leur simple présence tous les prédateurs potentiels. Si les prédateurs s'approchent de trop près du bétail, ils sont capables de les chasser et de les tuer. Mais avec les guépards et les léopards, ils n'ont même pas besoin de les attraper. Leur seule présence suffit à les faire peur. Lorsque des petits orphelins guépards sont livrés à eux-mêmes, le fonds les prend directement en charge. N'ayant pas appris à chasser aux côtés de leur mère, et ayant grandi sans la peur de l'homme, le centre d'accueil devient inévitablement leur lieu de refuge permanent. Mais à leur manière, ils sont là pour témoigner du danger, de la disparition qui menace leur espèce. Afriquinfo est à présent terminé. Merci pour votre attention et bonne suite de programme à toutes et à tous sur notre chaîne.